troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malik Acher et Gracien Okindikiza. Et tout de suite, direction le Sénégal où le président Macky Sall a achevé une visite en Casamance, une tournée axée sur l'économie pour lancer de nouveaux projets et désenclaver cette région en conflit depuis 32 ans. Ibrahim Ndiaye. C'est une véritable opération de charme du chef de l'État sénégalais dans cette région du sud du Sénégal. La visite du président Macky Sall en Casamance s'achève ce mercredi. Une tournée axée sur l'économie pour désenclaver cette région en conflit depuis 32 ans. Une occasion pour les autorités sénégalaises d'annoncer plusieurs projets d'infrastructure dans la région, notamment la livraison de 2 nouveaux bateaux pour assurer la liaison entre la capitale sénégalaise Dakar et Ziguinchor, l'ouverture d'un hôpital, d'un pont, d'une centrale électrique. Il y a tellement eu d'inauguration que le Parti démocratique sénégalais, qui était l'ancien régime, Abdoulaye Wade, se sont rappelés au bon souvenir des Sénégalais en rappelant que Macky Sall est en train d'inaugurer des projets qu'eux-mêmes avaient mis sur pied. C'est le cas des 2 bateaux à Guinée-Jambon qui vont permettre de la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Il y a eu durant cette visite-là la pose de la première pierre du pont de Farafenni qui va pouvoir permettre une meilleure circulation des biens des personnes entre le nord et le sud du Sénégal. Là, aujourd'hui, il y a un projet de 187 milliards, donc on annonce encore beaucoup d'argent pour désenclaver et équiper en infrastructures diverses. La Casamance a été déclarée zone prioritaire nationale d'intérêt touristique. Des lois instituant des exonérations de taxes en faveur des promoteurs de cette région devraient également être votées à l'Assemblée nationale. Il faut sauver le tourisme du Sénégal. Il faut sauver le sud du Sénégal. Vous savez, avec cette guerre des indépendantistes, le tourisme, qui est l'une des 2 principales sources de revenus de cette zone, a totalement été détruite. Et d'autant plus que les régimes d'Abdoulaye Wade ne croyaient pas au tourisme, au potentiel de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, Macky Sall veut relancer l'activité touristique, ça depuis très très longtemps, et il veut faire de la Casamance un des grands pôles de développement de cette activité. Le secteur du tourisme dans le sud est totalement sinistré. Donc il a besoin, pas d'un coup de pouce, il a véritablement besoin d'un grand élan de la part de l'État. La construction d'un chemin de fer reliant Dakar à Ziguinchor au Sénégal d'un coût de 500 millions de dollars est également prévu. Un chemin de fer qui devrait contourner la Gambie et passer par Tambacounda, une région minière située dans l'est du Sénégal. Une manière sans doute de faire de ces régions du Sénégal une véritable épine dorsale de l'économie sénégalaise. Malik, est-ce que la priorité en Casamance, cette région qui a connu un conflit depuis 32 ans, c'est d'abord d'apporter des solutions économiques ? Déjà, la Casamance a souvent été aux marges du développement du Sénégal. Et effectivement, il y a des réponses économiques à apporter. C'est nécessaire pour intégrer une région. Il faut développer les chemins de fer, les chemins routiers. La Casamance a d'énormes potentialités et peut permettre au Sénégal de booster encore plus son économie. C'est la région qui a la pluviométrie la plus importante. Et l'agriculture a une place de choix dans cette région. On parle du tourisme aussi, avec des paysages magnifique, comme on le sait. Bon, maintenant, ce développement-là ne doit pas se faire au détriment de la protection. Enfin, il faut qu'il y ait une protection environnementale. Il ne faut pas que ça se fasse aussi au détriment des paramètres environnementaux, parce que c'est une région quand même qui est fragile sur ce plan-là. Donc, oui, ce développement économique, il est nécessaire. Maintenant, sur le plan politique, on a vu ce passé trouble. Je pense que il faut que l'État sénégalais puisse assurer son autorité partout, et je pense que maintenant une résurrection du conflit ne ferait que déstabiliser le Sénégal. Donc les réponses économiques, c'est important, parce que si vous laissez en marge toute une population, bien évidemment, ça alimentera aussi le conflit. On résout aussi parfois le conflit par des actions, je dirais, une politique économique, et c'est nécessaire pour ce cas-là. Gracien, pendant cette visite, le président Macky Sall n'a pas abordé le sujet politique, le sujet des indépendantistes en Casamance. Est-ce que la question de la paix a été mise de côté ? Oui, il a voulu éviter les questions qui fâchent, parce que il voulait parler de l'économie, il ne pouvait pas mélanger les deux, d'autant plus qu'il ne va pas annoncer des discussions avec les indépendantistes. C'est, comme il a dit Mali, c'est que finalement, je dirais, le fait de délaisser la région alimente aussi les velléités indépendantistes, les rébellions aussi, parce qu'on dit, voilà, on ne fait rien chez nous. Or, c'est une région qui est agricole, une région riche. Le Sénégal, sans mettre les moyens, on a les produits agricoles qui arrivent à Dakar déjà très chers
par rapport aux autres produits. Donc, ce qui fait que les Sénégalais et les Dakarois vont acheter des choses chères parce que déjà, il y a le transport qui coûte cher. Or, cette région, le pays en a besoin. Et c'est une façon aussi de montrer, voilà, nous développons la région. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous allez avoir au niveau de l'indépendance? Ce qui fait que le sujet en soi, pour moi, si vous voulez parler des choses économiques, c'était rien que l'économie. Au niveau politique, ils pouvaient, disons, trouver d'autres gens ou trouver un cadre vraiment pour en discuter. En général, ce genre de discussion avec les indépendantistes, quand ça se présente à l'état officiel, c'est qu'il y a eu des discussions déjà officieuses, donc des discussions à huis clos. Donc, c'est ce qui fait que au moins ça a avancé. Malik, des financements importants, des plans de développement ont été annoncés pour ce secteur du tourisme. Est-ce qu'on peut parler de développement du tourisme quand la sécurité n'est pas encore assurée complètement? Il est difficile d'avoir une activité touristique viable quand il n'y a pas de sécurité. Donc la sécurité doit revenir en Casamance. Et effectivement, c'est la priorité du gouvernement. Mais quand on parle du développement économique, c'est aussi assurer la sécurité. C'est moins de personnes au chômage. C'est des personnes qui rentrent en activité et qui peuvent entrevoir un avenir serein. Tant qu'on ne règle pas ces questions économiques aussi de front, on aura cette insécurité-là. Et effectivement, pour développer le tourisme, il faut la sécurité, mais c'est comme un cercle vicieux. Si vous ne réglez pas la question de la sécurité et la question de l'économie, on n'y arrivera jamais. Donc c'est une politique globale qui doit être faite en Casamance. Gratien, est-ce que la décentralisation, ça peut être aussi une solution pour cette région de la Casamance? Oui, bien sûr, la décentralisation. Cette région a besoin d'une certaine décentralisation. Disons, c'est une façon de couper la poire en deux entre les indépendantistes et les gens qui veulent le rattachement, que ça reste attaché au Sénégal, parce qu'il y a un certain pouvoir. Ils vont avoir un pouvoir assez élevé donc, pour organiser la région. En parlant du tourisme notamment, on sait bien qu'il y a toujours des discussions. On peut développer un tourisme dans une situation qui existe en Casamance, parce que même les gens, les indépendantistes, vont voir que ça se développe. Il y a des discussions qui peuvent se faire, quitte à ce que, en sous-main, ils peuvent récupérer le pouvoir, peuvent voir comment ça s'arrange. Ça s'arrange toujours au niveau des pouvoirs. Les choses dont nous ignorons les tenants et les aboutissants, mais ça peut toujours se faire paisiblement, parce que déjà, en Casamance, ce ne sont pas des combattants islamistes, ce sont des gens qui sont raisonnables, qui revendiquent, qui peuvent se mettre sur une table de négociation. Donc des gens qui sont fréquentables, qui pensent aussi du bien du pays ou de la région. Merci messieurs. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises a lancé l'indice de confiance judiciaire, un indice qui permettra de mesurer le degré de confiance du secteur privé dans l'appareil judiciaire ivoirien. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Bientôt un indice de confiance judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet est mené par la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec l'assistance technique d'un cabinet d'avocats d'affaires. L'indice permettra de mesurer le sentiment du monde des affaires vis-à-vis de l'appareil judiciaire ivoirien. La justice est notamment accusée de corruption et de lenteur dans les décisions, ce qui a un impact négatif sur l'environnement des affaires. Si les opérateurs économiques viennent dans un pays, c'est pour être sûr que dans ce pays, leurs investissements, disons, seront sécurisés parce que les décisions de justice pourraient être profitables. C'est pour cela que nous avons sollicité un cabinet d'avocats ivoiriens pour nous bâtir un indice de confiance, pour qu'on puisse, avec cet indice, voir à quel niveau on se trouve et voir quels sont les aspects qu'il faut améliorer pour nous permettre de contacter le gouvernement et puis de leur dire, voilà, nous devons travailler dans telle et telle direction parce que ces points-là doivent être améliorés pour que les opérateurs puissent venir en Côte d'Ivoire et réaliser les investissements qu'il faut pour que nos jeunes aient des emplois et tout. L'indice de confiance judiciaire a été élaboré avec des questionnaires pour couvrir l'ensemble des préoccupations des opérateurs économiques dans leurs interactions professionnelles ou personnelles avec la justice en Côte d'Ivoire. Il y a un questionnaire sur chaque aspect du déroulement de la procédure jusqu'à son exécution, sur son degré de satisfaction. Donc il y a des notations, je suis très satisfait, moyennement satisfait et jusque insatisfait ou disons même révolté. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'appréciation, une sorte d'échelle d'appréciation en fonction des réponses qui vont être données.
L'objectif de l'indice de confiance judiciaire est de rehausser à terme l'efficacité et la réputation de l'appareil judiciaire à l'image du tribunal de commerce d'Abidjan. Contrairement à la justice ivoirienne dans son ensemble, le tribunal de commerce d'Abidjan est perçu comme une institution crédible rendant des décisions justes, citant un exemple dans le monde des affaires. Gracien, que pensez-vous de cet indice de confiance judiciaire? C'est une bonne initiative parce que ça ne se fait pas dans plusieurs pays déjà. Et puis, ça peut être un gage de confiance pour les investisseurs, mais toujours, il faut savoir, on peut dire que on peut avoir un indice qui dit qu'ils sont par exemple 2% ou combien. Quelles sont les sanctions? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des améliorations en fonction de ça? Est-ce que les gens qui déterminent les indices auront un pouvoir pour influencer le changement de certaines choses? Mais c'est une très bonne chose. J'aimerais bien qu'il y ait aussi un indice, disons, de satisfaction de la population sur la justice en général, parce que l'injustice ne se passe pas en grande partie entre les hommes d'affaires. Bon, il y a la corruption au niveau des tribunaux, mais c'est surtout l'injustice des citoyens, pour les citoyens, qui vont demander justice et qui ne sont pas satisfaits. Donc, il y a surtout ce point, si on commence au niveau des affaires, aussi il faut aller vers les citoyens. Alors Malik, est-ce que ce type d'indice pourrait être étendu à l'ensemble du système judiciaire, pas seulement celui qui concerne les affaires? Pourquoi pas? Je comprends que ça peut être quelque chose une démarche positive pour essayer d'améliorer le climat des affaires, notamment parce qu'on sait que les investisseurs regardent surtout le climat des affaires avant de venir investir. Et notamment noter un peu le cadre juridique et la transparence de la justice, par exemple. Ça relève d'une bonne chose. Maintenant, moi, je suis plus sceptique parce que je me demande, vous savez, dans un procès, vous avez deux parties. Une partie qui gagne et l'autre en général qui perd. La partie qui gagne peut dire je suis satisfait de la réponse qui a été rendue et l'autre peut dire je ne suis pas très satisfait. Donc l'indice de satisfaction ne sera pas le même selon la personne qui va répondre à la question. Gracien disait que c'était important, je pense, plus important d'avoir l'impression de la population par rapport à l'institution judiciaire. Ça, c'est très important. Par rapport à cette démarche-là, ça peut répondre à une démarche, c'est positif, mais le mécanisme, moi, je suis perplexe sur comment ça va s'appliquer. Est-ce que ça va être finalement quelque chose de révélateur sur le bon cadre juridique, sur la transparence de la justice? Je suis perplexe. Mais Gracien, est-ce que l'impact d'une justice qui fonctionne mal est réel sur l'environnement des affaires? Oui, c'est normal, c'est réel, parce que si la justice fonctionne mal, ça veut dire que pour faire les affaires, il faut être du côté du pouvoir. Si vous n'avez pas les gens au pouvoir qui vous protègent, donc vous êtes déjà perdant, même si vous faites les affaires, les autres peuvent prendre vos biens ou essayer de faire autre chose. En parlant juste de cet indice, je pense qu'on peut aussi renforcer cet indice par mettre en place une commission neutre, des gens neutres, qui sont là pour juger si réellement ça se passe bien en faisant des rapports trimestriels. De cette façon, au moins, il peut avoir. Parce qu'il a très bien, Malik, il dit que on sait bien dans un procès, il y a deux parties. Celui qui gagne, il va donner 100% à la justice. Celui qui perd, il peut donner 10%. Donc, on aura pratiquement 50-60%. Or, s'il y a une commission neutre, composée par des gens de la société civile ou d'autres, on pourrait juger en disant il y a une bonne justice, ou il y a la justice au niveau des affaires, elle n'existait pas, donc il faut améliorer, il faut faire ça et ça. C'est surtout, c'est pas seulement côté, mais c'est aussi proposer et juger. Malik, une dernière question, est-ce qu'une notation, ce n'est pas mettre à mal l'indépendance de la justice? Là, on veut essayer d'améliorer le cadre juridique et la transparence de la justice. Je ne pense pas. Je pense que si l'État donne son aval à ce procédé-là, pourquoi pas? Il faut qu'aussi que l'État soit aussi collabore. La démarche de l'État doit être aussi transparente. Si l'État dit je ne suis pas je ne suis pas favorable à cet outil-là, il y a des choses qui doivent être cachées à mon avis. Donc, tant qu'il y a l'accord de l'État et que cet organisme peut librement exercer et noter l'institution judiciaire, pourquoi pas? Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré à la chefferie traditionnelle. Malik, merci d'avoir été là. Merci à vous. Gracien, merci également. Merci famille, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.